Donc comme le titre l'indique, mon but dans cette présentation est d'identifier les implications d'injustice épistémique que je vais définir plus précisément dans un instant. Donc les implications d'injustice épistémique pour l'agentivité politique et en particulier la participation égalitaire et inclusive à la délibération publique. Donc l'idée est de montrer comment les représentations sociales au sujet de certains groupes ou de certaines pratiques sociales sont le produit de dynamiques de pouvoir qui affectent la crédibilité qui est accordée à certains groupes et aux efforts et initiatives qu'ils entreprennent pour une plus grande justice sociale. Donc ça, c'est très généralement vers où on s'en va. Donc le plan pour aujourd'hui, je vais commencer par présenter, donc, comme je disais, le concept d'injustice épistémique. Et puis identifier ses implications d'une part pour l'agentivité épistémique et ensuite pour l'agentivité politique. Puis j'illustrerai tout ça avec le cas particulier des impasses délibératives qui mettent bien tout ça en lumière. Et puis je montrerai comment finalement on a un problème au niveau des représentations sociales et de la, comme je disais, de la décrédibilisation de certains efforts de justice sociale qui ressortent de tout ça. Ok. Donc pour commencer par la première étape, je voulais juste signaler que le concept d'injustice épistémique, tel qu'il a été articulé donc, dans ces termes-là, on le doit à Miranda Fricker, qui est une philosophe britannique, mais qui travaille aux États-Unis actuellement, dans son livre donc, Epistemic Injustice, Power and the Ethics of Knowing, qui est paru en 2007. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant les 10 dernières années depuis son livre, et puis notamment certains développements dont je parlerai aujourd'hui. Mais donc quand je vais définir le concept, c'est selon les catégories qu'elle a introduites. Donc on peut dire qu'une personne subit une injustice épistémique si, quand elle s'exprime, elle n'est soit pas adéquatement crue ou pas adéquatement comprise parce qu'elle appartient à un groupe social non dominant. Par quoi on entend, par exemple, les femmes, les minorités sexuelles, les autochtones, les groupes racisés, les personnes ayant des handicaps, etc. Donc une autre manière de dire ça, c'est qu'on n'est pas adéquatement cru ou pas adéquatement compris finalement parce qu'il y a certains types de biais qui affectent notre groupe. Okay. On va voir un petit peu plus spécifiquement de quoi il s'agit, mais c'est une définition générale qui peut nous introduire à l'idée. Donc, comme toujours, peut-être commencer par des exemples peut nous aider à situer le phénomène auquel ça réfère. Donc, dans le premier exemple, on a un agent de police qui ne croit pas le témoignage d'un témoin noir parce que le témoin est noir. Ça, c'est un premier type d'exemple d'injustice épistémique. Un deuxième type d'exemple serait une femme qui ne peut pas communiquer comme telle son expérience de harcèlement sexuel parce que le terme n'existe pas encore. On va revoir maintenant un petit peu chacun de ces exemples plus en détail. Au fond, le premier type d'exemple réfère au phénomène qu'on appelle l'injustice testimoniale. Donc ça, c'est un premier type d'injustice épistémique. Donc comme je vous avais dit dans l'exemple, un agent de police qui ne croirait pas le témoignage d'un témoin noir parce que le témoin est noir. Ce qui se passe là, c'est que la personne noire n'est pas adéquatement crue. Donc une manière philosophique de dire ça, c'est qu'il y a un déficit indu de crédibilité. Et on va dire que le déficit est indu parce qu'il est lié à des biais. Et en particulier ici, c'est un type de biais individuel, c'est-à-dire que les biais sont chez l'interlocuteur et interfèrent avec le jugement de crédibilité que l'interlocuteur émet à l'égard de la personne noire ici en l'occurrence. C'est aussi important de souligner que ces biais peuvent être conscients ou non, parce que très souvent, les biais de ce type vont plutôt tendance à être non conscients. Ça n'empêche pas néanmoins qu'ils sont présents et qu'ils interfèrent avec le jugement de crédibilité. Donc ça, c'est pour le premier type d'injustice épistémique, qui est l'injustice testimoniale. Maintenant, si on retourne sur l'injustice herméneutique, le deuxième type d'exemple, qui est l'injustice herméneutique, l'idée, comme je disais, c'est que la femme ne peut pas communiquer comme telle son expérience parce que le terme de harcèlement sexuel n'existe pas encore. Ici, la femme n'est pas adéquatement comprise. Donc on va plutôt parler d'un déficit indu, cette fois-ci d'intelligibilité. Et de nouveau, on va dire que le déficit est indu
parce qu'il est lié à des biais, mais des biais d'un ordre différent cette fois-ci, pas tellement d'un ordre individuel, mais d'un ordre plutôt conceptuel et collectif au niveau de la société. Donc il y a des ressources conceptuelles qu'on utilise dans toute société pour décrire ou interpréter certaines choses. Et donc c'est ça qu'on appelle les représentations sociales, les compréhensions collectives, ou encore de manière plus générale, donc les outils conceptuels ou interprétatifs d'une société. Il y a des biais qui peuvent exister dans cet ensemble de ressources, et ces biais sont dus au fait que certains groupes ne participent pas de manière égale à l'élaboration de ces ressources. Et donc, pour le dire autrement, simplement, donc les représentations sociales qui sont produites ont tendance à reproduire et à représenter les intérêts et l'expérience sociale des groupes dominants, à l'exclusion et au détriment de ceux des groupes non dominants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'injustice herméneutique, donc, puisque c'est lié au fait qu'il y a un problème au niveau de l'interprétation. Okay. Donc, en ce qui concerne les implications de l'injustice épistémique pour l'agentivité épistémique, ici, l'idée, c'est que, en fait, ce qu'on voit, pourquoi ça s'appelle l'injustice épistémique, en fait, c'est parce qu'elle affecte une personne spécifiquement en tant qu'agent épistémique. Et par agent épistémique, on entend simplement toute personne qui utilise, produit ou transmet de la connaissance, d'accord ? Donc, l'adjectif d'épistémique, évidemment, fait référence à la connaissance, et l'expression d'agent épistémique, donc c'est ce qu'on peut faire par rapport à la connaissance, à savoir ici, en l'occurrence, l'utiliser, la produire, la transmettre. Et donc l'injustice épistémique, manifestement, affecte une personne dans cette capacité-là, précisément. Quand la personne tente de participer à certaines pratiques épistémiques de base, donc des pratiques épistémiques de la vie de tous les jours, comme élaborer ou échanger de la connaissance, ou utiliser des concepts pour interpréter le monde social, il y a un obstacle, à savoir l'injustice épistémique, qui s'impose et qui empêche donc de procéder, de mener à bien ces pratiques épistémiques. Donc ça, c'est pour les implications. Finalement, donc, une autre manière de dire tout ça, c'est que l'injustice épistémique mine l'agentivité épistémique. C'est-à-dire que si on n'est pas adéquatement cru ou compris, ben, c'est sûr que ça va nuire sérieusement à notre capacité de produire, de transmettre ou d'utiliser de la connaissance. Donc c'est dans ce sens-là qu'on l'entend ici. Et ce que j'aimerais souligner aujourd'hui dans la présentation plus particulièrement, c'est que ça peut aussi intervenir dans les dynamiques de délibération publique, d'accord ? Parce que forcément, dans les dynamiques de délibération publique, on va aussi vouloir produire, transmettre ou utiliser de la connaissance. Ça va faire partie du processus. Et donc, j'aimerais voir maintenant donc, quelles sont les implications de l'injustice épistémique, spécifiquement pour l'agentivité politique cette fois-ci, et plus particulièrement donc, pour la délibération publique. Parce que c'est sûr que la démocratie délibérative fait déjà depuis longtemps l'objet de débats en philosophie politique, ça c'est pas nouveau, mais les implications de l'injustice épistémique pour la délibération publique ont pratiquement pas été explorées jusqu'à présent, et je pense qu'il y a beaucoup à dire et des choses intéressantes à explorer de ce côté-là. Donc, ce que j'aimerais soutenir, en fait, pour que vous puissiez me suivre, c'est que la participation à la délibération publique, ça requiert l'agentivité épistémique, d'accord ? Donc, ici, ce que je vais souligner, c'est que l'idéal d'égalité politique qui sous-tend les sociétés démocratiques requiert la possibilité effective de prendre part au débat public sur des enjeux qui concernent ou intéressent les membres de la société. Et donc spécifiquement, ce que je voudrais montrer, c'est qu'une participation effective à la délibération publique requiert la justice épistémique, c'est-à-dire des conditions d'échange délibératif qui ne nuisent pas à l'exercice de l'agentivité épistémique des personnes qui y participent. Autrement dit, pour qu'une personne puisse prendre part à la délibération publique sur un pied d'égalité, il faut que ses interlocuteurs ne lui accordent pas de déficit indu de crédibilité, donc il faut qu'il n'y ait pas d'injustice testimoniale, ou d'intelligibilité, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait d'injustice herméneutique. Donc il faut que ces interlocuteurs reconnaissent la validité et la plausibilité potentielle, en tout cas, de ces contributions au débat. Donc ça, c'est la justice testimoniale. Et des outils conceptuels et interprétatifs qu'elle mobilise pour ce faire, et ça, c'est la justice herméneutique.
Donc la justice épistémique requiert, au-delà d'une inclusion formelle de membres de groupes non dominants dans la délibération publique, l'exercice effectif de leur agentivité épistémique dans ses dimensions testimoniales, donc de crédibilité, et herméneutique, donc d'intelligibilité. Donc dans ce cas-là, on aura un exercice effectif de l'agentivité épistémique et par extension la possibilité d'un exercice effectif de l'agentivité politique. Alors, maintenant, ce que j'aimerais montrer, par contre, c'est qu'il arrive assez souvent que la délibération publique se transforme en impasse délibérative, entre groupes dominants d'une part et groupes non dominants d'autre part. Et ici, j'ai en tête différents exemples de controverses qui sont liés, par exemple, à la représentation que les sociétés démocratiques occidentales post-coloniales peuvent avoir de leur histoire nationale, d'accord? Et donc ça peut être dans un contexte nord-américain, donc États-Unis, Canada, mais aussi du côté européen. Où donc on peut avoir des controverses liées à la manière dont l'histoire est représentée dans les manuels d'histoire, par exemple, à tout niveau de l'enseignement, en particulier les représentations de la période coloniale qui peuvent de manière générale être abordées de deux manières différentes. Soit c'est carrément absent, donc moi par exemple dans le contexte belge, j'ai jamais appris la colonisation du Congo, ou alors c'est glorifié. Et ça, je sais par exemple que dans le contexte hollandais, juste au nord de la Belgique, la colonisation c'est l'âge d'or des Pays-Bas. Donc c'est encore une fois des choses qui posent problème au niveau de l'enseignement, mais ça peut aussi être de manière plus générale dans l'imaginaire collectif ou encore donc dans les musées. D'accord. D'autres controverses sont liées à l'utilisation du blackface, donc des blancs qui se peignent le visage en noir dans certaines traditions, notamment de nouveau en Belgique et aux Pays-Bas. Ça a fait énormément de... Ce sont des traditions nationales justement qui arrivent à peu près à cette période de l'année en décembre, première semaine de décembre, et qui posent évidemment énormément de problèmes étant donné le passé colonial, voire esclavagiste dans le cas des Pays-Bas. C'est ça, c'est ce type de controverse que j'ai en tête. On peut aussi penser donc, aux controverses récentes concernant les noms d'équipes de sport, donc l'équipe nationale, en fait l'équipe de la capitale de la nation aux États-Unis pour le football américain, qui est le grand sport évidemment aux États-Unis, s'appelle les Redskins, donc l'équipe de DC s'appelle comme ça a posé des tas de problèmes. Et c'est pareil, récemment on a une controverse relativement similaire à McGill avec les Redmen. Apparemment les étudiants ont voté en faveur de changer de nom. Après ça je ne sais pas ce qui va se passer concrètement, mais en tout cas c'est déjà bien de voir qu'il y avait une mobilisation à ce niveau-là. Mais encore une fois, on a le même type de problème dans les représentations sociales du voile musulman, à savoir que certaines personnes le voient comme étant quelque chose de nécessairement oppressif, et puis d'autres personnes notamment qui le portent et qui n'en font pas l'expérience du tout de cette manière-là. Donc là aussi, on peut avoir des désaccords entre groupes dominants et non dominants. Et enfin, encore les controverses liées au Black Lives Matter, auxquelles on a vu apparaître en réponse le phénomène de All Lives Matter, est aussi, encore une fois, le type de controverse et d'impasse délibérative que je vais avoir à l'esprit pour la suite de la présentation. Donc en fait, ce que j'aimerais faire, c'est analyser ce type de problème de compréhension d'une certaine pratique sociale, d'accord, où ce type d'impasse délibérative, si vous voulez, à la lumière du concept d'injustice épistémique. Et j'aimerais faire ça pour deux raisons, en fait, qui, à mon avis, sont deux avantages. C'est que analyser ce type de problème via l'injustice épistémique, d'une part, nous donne un nouvel angle d'approche ou une nouvelle compréhension de ces problèmes d'impasse délibérative, et inversement, analyser ce type de problème à la lumière de l'injustice épistémique nous permet aussi d'élargir la taxonomie de l'injustice épistémique, c'est-à-dire de mieux comprendre de quoi il s'agit et donc d'affiner sa conceptualisation. Donc c'est ça que j'aimerais faire aujourd'hui. Donc, comme j'ai indiqué sur le deuxième point qui apparaît sur la diapositive, j'aimerais en fait souligner que malgré le fait que ces différentes controverses ont lieu à différents endroits du globe et dans différents contextes donc sociopolitiques, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une dynamique semblable qui les sous-tend. C'est-à-dire que tous ces différents cas d'impasse délibérative ont l'air de
s'articuler d'une même manière. Donc on a d'une part un groupe non dominant qui essaye d'avancer que la représentation sociale dominante d'une certaine pratique, comme par exemple porter le voile ou le blackface, etc., donc peut être que la représentation dominante de cette pratique peut être problématique, en l'occurrence qu'elle est stigmatisante, marginalisante, oppressive ou même raciste. Et donc en particulier on peut faire sens de ça aussi en gardant toujours le contexte colonial à l'esprit. Par ailleurs, on va avoir un groupe dominant qui, au contraire, va défendre la représentation sociale dominante de la chose en disant que finalement il s'agit de rien de mal, que ce sont des représentations inoffensives ou qui sont justifiées soit par les valeurs nationales, d'accord, donc dans le cas du voile par exemple c'est très fort comme ça, la laïcité, l'égalité des genres, etc. Ou alors par la tradition, d'accord, donc là je repense au festival de blackface en Belgique et aux Pays-Bas par exemple. Donc encore une fois, c'est comme je disais une dynamique entre groupe non dominant et groupe dominant qui essaye donc de négocier, mais, donc sans grand succès, puisqu'on arrive dans une impasse, comment il convient de comprendre la pratique. Donc, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est montrer que ce qui se passe dans ce type d'impasse délibérative, en fait, c'est ce que je vais appeler un nouveau phénomène que j'identifierais comme, que j'appelle donc la domination herméneutique. Et à mon avis, donc, la domination herméneutique est le résultat de l'intersection et de l'accumulation, si vous voulez, d'une injustice testimoniale d'une part et d'une injustice herméneutique d'autre part. Donc c'est ça que je vais montrer pour l'instant. Donc on a d'abord une injustice testimoniale et ensuite une injustice herméneutique et ça résulte en ce que j'appelle la domination herméneutique. Donc comment est-ce qu'on a d'abord un phénomène d'injustice testimoniale qui se passe dans le type d'impasse délibérative que j'ai souligné? On a d'abord l'injustice testimoniale dans le sens qu'on a des groupes racisés, donc des personnes noires, des femmes musulmanes, des autochtones, qui ne sont pas pris au sérieux quand ils tentent de prendre part au débat public. D'accord ? Et donc dans ce cas-là, on identifie un déficit indu de crédibilité, on a un problème d'injustice testimoniale. Donc on a par exemple des personnes qui essaient de défendre que le blackface est raciste, que le voile n'est pas nécessairement un symbole d'oppression, ou que les noms d'équipes de sport sont stigmatisants ou néocolonialistes. Et donc, ici, ces types de contributions sont pas prises au sérieux et c'est dans ce sens-là qu'on a un déficit de crédibilité, donc un problème d'injustice testimoniale. Donc ça, c'est la première étape, si vous voulez. La deuxième étape, donc, c'est l'injustice herméneutique. Comme la contribution potentielle des groupes non dominants, qui est rejetée par les groupes dominants, concerne une compréhension alternative d'une certaine pratique ou d'une certaine tradition qui pose question, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'expérience et l'interprétation sociale de ce groupe va être collectivement mécomprise. Donc, ici, on va avoir un déficit d'intelligibilité, donc, qui est dû à une exclusion, une marginalisation herméneutique. Et donc là, on sait qu'on est en présence du phénomène donc, de l'injustice herméneutique. Mais ce que j'aimerais montrer, c'est que donc, le cumul de ces deux types d'injustice testimoniale d'une part et herméneutique d'autre part résulte au final en ce que j'appelle la domination herméneutique, c'est-à-dire que comme la contribution alternative des groupes non dominants est rejetée, finalement ces groupes se voient imposer une compréhension de la pratique ou de la tradition qui est entièrement produite par les groupes dominants et qui devient pratiquement impossible de contester de manière effective. Et c'est dans ce sens-là que je fais référence au terme de domination qui vient de Petit, de Philippe Petit. Donc on va aller voir ça maintenant, ce que j'entends un petit peu plus précisément par là. Donc la domination, telle qu'elle est articulée chez Philippe Petit, c'est un sens bien spécifique qu'il lui donne. C'est la capacité d'un agent, qui peut être un individu ou un groupe, d'interférer avec un autre agent de manière arbitraire, c'est-à-dire sans être forcé de tenir compte des intérêts pertinents de cet agent. Donc l'idée ici, c'est que le pouvoir est arbitraire s'il n'est pas forcé de prendre compte des intérêts de l'agent sur qui il s'exerce. Ça veut dire que la domination est donc une situation de déséquilibre sévère et non contraint d'une certaine forme de pouvoir. Ce qui veut dire que pour avoir un pouvoir qui est non arbitraire ou la non-domination, pour le mettre dans les termes de Petit, ça va requérir certaines contraintes, d'accord ? Donc un pouvoir non arbitraire, c'est-à-dire la non-domination, va requérir un certain type de contraintes. Et ce type de contrainte peut prendre deux formes différentes. Soit on peut avoir des tiers parties,
D'accord? Donc, par exemple, dans le cas des démocraties, en général, on a la division des pouvoirs et des checks and balances. Donc là, on a, si on veut, des tiers partis qui, à chaque fois, donc, s'assurent de tenir les autres branches du pouvoir imputables. Mais un autre type de contrainte possible et très important, notamment en démocratie, c'est que la contrainte peut venir pas de tiers partis nécessairement, mais des agents directement eux-mêmes sur qui le pouvoir s'exerce. Et dans ce cas-là, quand la contrainte agentielle, c'est-à-dire les agents eux-mêmes qui vont donc mettre des contraintes au pouvoir, en particulier pour Pettit, ça va prendre la forme d'une possibilité effective de contester le pouvoir, d'accord? Et c'est exactement ça qui, à mon avis, pose problème dans le cas des impasses délibératives que j'ai soulignées. Donc, je voudrais quand même souligner que ici, j'étends l'analyse du concept de domination tel qu'il est articulé chez Pettit. Donc chez Pettit, c'est surtout articulé dans le cadre du pouvoir et de la sphère politique. Puis au fond, moi j'aimerais donc l'étendre au pouvoir et à la sphère épistémique pour montrer qu'on a en fait une dynamique assez semblable qui se passe. D'accord ? Je pense que le concept de domination tel qu'il est articulé chez Pettit saisit distinctement ce qui se passe dans le cas que j'ai identifié ici comme étant de la domination herméneutique. Donc, pourquoi ? Dans le cas de la domination herméneutique, la minorité ou le groupe non dominant est dominé herméneutiquement parce qu'elle est sujette à un pouvoir herméneutique arbitraire, c'est-à-dire elle est sujette à une compréhension collective qui est unilatéralement imposée par la majorité ou le groupe dominant, d'une manière qui ne tient pas compte de ses intérêts pertinents, à savoir ses intérêts herméneutiques, de pouvoir contribuer des compréhensions alternatives non dominantes de la pratique qui pose problème, et comme résultat, qui rend impossible une contestation effective de cette pratique, ou en tout cas de la compréhension dominante de cette pratique. Donc on a une situation de domination telle qu'elle est articulée par Pettit, mais cette fois-ci, donc, comme je disais, de type épistémique et encore plus spécifiquement de type herméneutique, puisque c'est lié à la compréhension, à l'interprétation d'une certaine pratique sociale. Donc on voit ici, à mon avis, comment le concept de domination peut être utile pour comprendre le problème des impasses délibératives que j'ai mis en évidence tout à l'heure. Inversement, l'utilisation de ce concept en fait, nous permet, dans le cas des impasses délibératives aussi, d'élargir la compréhension du concept de domination. Ici, je peux peut-être le souligner rapidement, donc c'est peut-être plus spécifiquement philosophique, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc souvenez-vous, on a dit la domination, c'est un déséquilibre sévère et non contraint de pouvoir. Ici, je pense que ça prend la forme d'un espèce de monopole. Donc le déséquilibre sévère et non contraint de pouvoir prend la forme d'un monopole. Un monopole correspond à la domination, à mon avis, puisque donc, comme j'avais dit, le pouvoir non arbitraire ou la non-domination requiert de pouvoir contester de manière effective ce pouvoir pour garantir que le pouvoir tienne compte des intérêts pertinents de ceux sur qui le pouvoir s'exerce. Or, par définition, la contestation est impossible dans un cas de monopole, parce que le monopole, par définition, c'est un contrôle exclusif et absolu sur un certain domaine, et ici, en l'occurrence, sur la ressource herméneutique collective de la société. Donc les compréhensions mainstream, si vous voulez, qui sont utilisées dans la vie de tous les jours pour référer à certaines pratiques ou expériences sociales. Donc, puisque la majorité bloque l'accès à la ressource herméneutique, finalement, la majorité en vient à exercer un monopole sur la ressource herméneutique, et donc, par extension, sur la compréhension correcte de la ressource, de la pratique en question. Donc, ici, comme je dis, je pense qu'on est en présence d'un monopole herméneutique que j'identifie donc comme la domination herméneutique. On a donc un pouvoir qui est non contraint, qui ne tient pas compte des intérêts pertinents, à savoir herméneutiques, de la minorité ou des groupes non dominants, et qui devient pratiquement impossible de contester. Donc on a tous les traits saillants de la définition de la domination. Donc c'était une première manière dont les impasses délibératives ici peuvent jeter une nouvelle lumière sur le concept de domination, c'est-à-dire montrer en quoi il peut être question d'un monopole et en quoi le monopole remplit les différents critères de la domination. Un deuxième aspect de l'analyse que je propose qui
contribue à la conceptualisation de la domination, c'est que ce monopole, donc, ou cette domination herméneutique, elle n'est pas nécessairement intentionnelle de la part de la majorité. Donc la majorité peut sincèrement ne pas être nécessairement consciente qu'elle exerce un certain monopole ou une certaine domination. Et ça, c'est une différence par rapport à la théorie de Petit, parce que pour Petit, la domination est toujours intentionnelle. Il fait ça pour distinguer les choses qui sont problématiques mais qui relèvent de l'accident ou de la malchance, d'accord, donc pour les distinguer de cas de domination où au contraire, ça ne relève pas de l'accident ou de la malchance, ça relève d'une intention selon lui. Mais ici, je pense qu'on peut voir avec le cas du monopole ou de la domination herméneutique que ça peut aussi être non intentionnel. Donc c'est une autre manière de voir comment la domination opère et peut se produire ici de manière donc non intentionnelle. Et une troisième et dernière manière dont l'analyse que je propose contribue à la conceptualisation de la domination, c'est en ayant un impact sur encore une autre caractéristique de la domination selon Petit. En fait, pour Petit, quand il y a domination, selon lui, la domination est une question de connaissance commune, c'est-à-dire que les deux parties, à la fois la partie dominante et la partie dominée, savent qu'il y a une relation de domination entre elles. Donc il y a cet aspect-là chez Petit. Il fait une exception dans le cas de ce qu'il appelle la manipulation, où par définition, pour que la manipulation fonctionne, seule la partie dominante saura qu'il y a domination et la partie dominée donc sera manipulée justement parce qu'elle ne sait pas qu'il y a domination ou manipulation. Mais ici, ce que j'aimerais montrer, c'est que l'exception inverse est aussi possible. Donc il y a un phénomène de domination où la partie dominante n'est pas nécessairement consciente ou intentionnellement de la chose. Par contre, la partie dominée en est très fort consciente et en fait l'expérience évidemment de manière difficile d'ailleurs au quotidien et en tout cas certainement dans ce type de problème que je soulevais tout à l'heure. Donc voilà, au fond, ce que je voulais juste souligner ici, c'est que la domination donc, est à la fois utile pour mieux saisir la manière dont l'injustice épistémique opère, parce qu'on peut voir que donc, avec la combinaison de l'injustice testimoniale d'une part et de l'injustice herméneutique d'autre part, tel que c'est articulé chez Fricker, quand on applique ça aux impasses délibératives, on voit donc qu'on aboutit à un nouveau phénomène qui s'appelle la domination herméneutique. Par ailleurs, je pense que la notion d'injustice épistémique, à l'inverse, est aussi utile pour mieux saisir la manière dont la domination opère et donc élargir la conceptualisation de la domination. Ok. Donc, finalement, ce que j'aimerais souligner pour conclure, c'est que on est donc ici dans une question qui est centralement donc une question de représentation sociale, n'est-ce pas? Et l'idée, c'est que ce que je voulais mettre en lumière dans la présentation, c'est que finalement, le phénomène qu'on appelle la domination herméneutique, donc l'impossibilité de contribuer à une compréhension alternative d'une certaine pratique, ou l'impossibilité de contester effectivement une compréhension dominante, finalement, va avoir un effet de décrédibilisation, non seulement pour les groupes qui mènent des efforts de justice sociale, d'accord, donc que ce soit des groupes qui essayent d'avoir des compréhensions non stigmatisantes de certaines pratiques ou ce genre de choses. Donc on va avoir ici, les personnes vont subir, donc ce qu'on peut appeler, elles vont être décrédibilisées en tant que groupe, mais ça va aussi décrédibiliser la validité de leurs efforts, d'accord. Donc l'idée ici que je veux en fait mettre en avant, c'est que la domination herméneutique va finalement renforcer les injustices testimoniales et herméneutiques qui la sous-tendent et qui la produisent, d'accord. Donc par exemple, si telle ou telle pratique est comprise comme n'étant pas raciste, ou plus encore, si le racisme est compris comme n'existant même plus, n'est-ce pas, dans les sociétés démocratiques occidentales, ce qu'on entend parfois aussi, alors il y a un problème non seulement d'ordre herméneutique, puisqu'il y a une certaine interprétation du monde social qui est marginalisée, mais on a aussi un problème d'ordre testimonial, puisque toute personne ou tout groupe qui va tenter de montrer le contraire, donc que le racisme existe ou ce genre de choses, au fond va être décrédibilisé. Et donc ça renforce finalement les représentations sociales problématiques qui dominent,
maintiennent et renforcent donc des déséquilibres dans ce qu'on peut appeler l'économie de la crédibilité, c'est-à-dire les différents niveaux de crédibilité dont jouissent ou pas les groupes sociaux en fonction de leur position dans la structure sociale, position dominante ou non dominante. Et ça, donc, à nouveau, ça va poser problème pour l'agentivité politique, c'est-à-dire la participation égalitaire et inclusive à la délibération publique. Voilà. Donc, c'est tout ce que je pense.